connaissez certainement ici. C'est une association qui est très active, qui a pour mission de préserver le patrimoine de l'île de Bar, de mettre en valeur, de le recenser. Et tout cela sous l'élan très dynamique de notre chère présidente, Christine Nougaret. Et Christine, c'est quelqu'un qui a l'érudition très généreuse et qui aime faire partager son savoir qui est immense, mais elle a envie que tout le monde en profite. Et c'est un peu l'esprit qui guide la Genèse, et c'est la raison pour laquelle elle a eu cette idée d'une collection de brochures depuis 2 ans. Et cette année, cette saison, nous avons 4 brochures nouvelles, vous avez peut-être vues ou achetées. Celle sur Mathurin-Méheut qui a accompagné l'exposition sur Mathurin-Méheut qui était vue à Roscoff en même temps. On a eu la brochure sur le phare et ses gardiens, écrite par Olivier Maguet, qui a fait une conférence très intéressante en juillet. Je ne sais pas si vous avez assisté, c'était vraiment passionnant. Christine a écrit une brochure sur les noms de capitaines qui est tout aussi passionnante. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'en août, elle va faire une petite conférence. Ce sera le 16 août, ici même à 21h. La brochure qui nous occupe ce soir, c'est la brochure sur le patrimoine littéraire de l'île de Bar. C'est celle-ci. Elle a une histoire un peu singulière parce qu'elle a été coécrite avec la médiathèque. Tout est né de l'idée d'Annie Guézinga, qui a longtemps été présidente de la médiathèque, et qui a, dans toutes ces années, collecté un grand nombre de textes qui parlaient de livres. Alors, ensuite, Christine et moi, nous l'avons aidé à créer cette brochure. Donc, toutes les trois, nous avons écrit cette brochure qui collecte des textes qui parlent tous de l'île de Bar, avec des genres, des atmosphères et des époques variées. Donc, c'est une espèce de kaléidoscope qui présente l'île sous divers aspects. Une fois la brochure finie, nous ne voulions pas nous contenter d'une lecture un petit peu scolaire. Donc, nous avons cherché une forme qui respecterait l'idée que la littérature, c'est quelque chose de très vivant, et parfois, il faut l'aider à être encore plus vivante. Donc, nous avons essayé de réfléchir à une forme la plus plaisante possible pour son public, la plus ludique, qui ne cherche pas à vous apprendre, c'est pas la gare des Bichards, et nous ne cherchons pas à l'école, et on n'essaie pas de vous apprendre des dates ou des écrivains, pas du tout. L'idée, c'est vraiment le lâcher-prise, une espèce de rêverie. Vous avez le droit de dormir. Il y a des gens qui peuvent dormir, qui peuvent même gonfler, on ne sera pas du tout offusqué. Le but, c'est vraiment de lâcher prise à l'écoute des belles choses que vous allez entendre. Ce sont donc les textes qui vont être lus, donc toute une ribambelle de textes, et entre les textes, vous allez avoir la musique qui va être assurée par 3 très talentueux musiciens. Donc ce que nous avons recherché, c'est un dialogue entre les textes littéraires et puis la musique, entre les lettres et les notes. Donc c'est un petit peu étrange, ça ne dure pas longtemps, ça dure 1h15, mais vous allez voir que vous allez pouvoir être un petit peu désarçonné parfois parce que vous ne saurez pas trop quel texte est lu. Alors, nous avons fait pour cela un petit programme, mais je crois avoir entendu parler qu'on n'arrive pas à le lire quand les lumières sont éteintes. Il faut le lire vraiment bien vite et tout retenir maintenant. Ou alors, après, une fois que les lumières seront allumées. Et puis, surtout, alors ça indique donc les chansons bretonnes que vous allez entendre, et puis aussi les textes qui ont été choisis. Ces textes, vous pouvez les retrouver donc, toujours dans la brochure avec toutes les chronologies et la contextualisation nécessaire pour mieux comprendre le texte. Mais l'idée, ça n'est pas vraiment de collecter du savoir ce soir, c'est vraiment de se laisser aller dans tous ces textes et toutes ces musiques qui font le tour du livre. Voilà, alors une fois que nous avions cette idée un peu fumeuse, il a fallu faire de belles rencontres. C'est une aventure intellectuelle, certes, mais c'est aussi une très belle aventure humaine. Donc il a fallu trouver des gens qui permettent à cette idée de prendre corps. Donc la première rencontre que nous avons faite, qui est une très belle rencontre, c'est la rencontre d'Olivier Le Sort, qui a longtemps été professeur de lettres et donc metteur en scène, il faut dire ce qu'il est, et qui nous a, qui a mis son art, la dramaturgie à notre service. Il est venu avec ses 2 comédiennes, Isabelle Seité et Chantal Cabioche, qui font partie de l'atelier théâtre de l'île de Bar et qui, à ce titre, vont faire des lectures. Alors, elles ne lisent pas, elles incarnent les textes, vous allez voir, c'est assez
assez spectaculaire ce qu'elles font. Et puis ensuite, on a eu des lecteurs de Gladenèse, donc Jean-Claude Le Bihan, qui est notre valeureux trésorier, qui va lire avec beaucoup de talent aussi certains textes. Et puis, je remercie très chaleureusement Clément Le Sort et Siam Ben-Saad, qui ont accepté de remplacer Claire et Denis Schenker, qui ont donné les lectures en juillet et qui malheureusement ne pouvaient pas être là en août. Donc merci beaucoup à eux. J'aimerais aussi remercier chaleureusement les musiciens que vous allez voir, Alain, Lily, Tommy et Joël Fort, parce que c'est eux qui ont été la rencontre la plus déterminante. Vous allez voir, ils jouent un rôle difficile parce qu'ils doivent se mettre dans les interstices du texte, ils doivent dialoguer avec le texte et ils le font avec beaucoup de talent. Voilà. Maintenant, j'aimerais remercier Jean-Marc Garbus qui tient la régie. Merci Jean-Marc. J'aimerais remercier Annie Gallou qui est notre petite fée de Gladenèse, toujours là. Rien n'aurait été possible, donc merci beaucoup. Et puis remercier Sébastien Seité qui nous a permis d'installer toute la salle en nous permettant de disposer de son tracteur et de sa gentillesse et de sa musculature. Merci. Petit détail technique avant que la représentation ne commence. Merci d'éteindre vos portables, ça vous avez l'habitude. Merci de ne pas vous déplacer et de respecter, comme vous avez été très bien, de respecter bien la manière dont les sièges sont mis dans la salle, puisqu'il va y avoir des déplacements de lecteurs. Quoi d'autre? Merci surtout de ne pas applaudir entre les textes et les musiques, entre les musiques et les textes, parce que sinon ça va rompre la fluidité qui a été voulue dans ce dialogue entre les mots et les notes. Et puis, en fin de spectacle, nous ferons passer 2 petits paniers qui nous permettront de rétribuer à leur juste valeur les musiciens exceptionnels que nous avons ce soir avec nous. Et puis, un petit peu... voilà. En fait, tous ces efforts n'ont abouti qu'à un seul but. C'est le plaisir que j'espère que vous allez prendre ce soir. Un plaisir lié aux belles choses que nous entendons, qui nous font du bien, qui nous rendent plus légers et qui nous unissent autour d'une passion commune, la passion de Bach. Je vous souhaite une excellente soirée. Malgré sa proximité de Roscoff, elle est l'un des coins de terre les plus écartés du monde. Un propre pays oublié, dont personne ne parle. Elle est plus connue des oiseaux de mer que des hommes. Ses beautés grandioses et sévères sont si impressionnantes que je ne sais guère d'endroit où l'amant de la nature
puissent éprouver de plus vives jouissances. Figurez-vous un long morceau de granit que les vents et la mer ont depuis des siècles raboté et partiellement réduit en poussière. Le dernier vestige d'une contrée disloquée par les tempêtes. Ces fragments font une multitude d'écueils contre lesquels se brise avec un bruit énorme la grande mer. Ici et là, on n'y a pas des balises. Toute la côte de Bretagne en est parsemée de ces écueils. Il s'agit d'un phénomène normal, pour ainsi dire, dont sont victimes les granites et les autres roches, dures et fragiles à la fois, qui font le squelette de cette province. Mais ici, les récifs ont des formes encore plus déchirées et plus extraordinaires qu'ailleurs. Les uns sont puissants comme des montagnes, d'autres, plus petits et plus dangereux aussi, dissimulent sournoisement leurs armes de mort sous l'azur des flots, ne montrant leurs aiguilles et leurs tranchants qu'au moment de la grande marée, lorsque la mer se retire sur des grandes étendues, découvrant des grèves admirables, à la fois berceaux et cimetières, où la vie palpite, où gisent sans nombre des cadavres. Si vous désirez entendre gémir à la fois les vents et les créatures humaines, écoutez le commerce intime de la mer, de la grande mer agitée. Nul autre endroit dans ce monde ne vous satisfera davantage. Mais n'allez y chercher ni plaisir frivole, ni réjouissance mondaine. On atteint l'île de Buroscoff, à qui elle fut réunie jadis, alors que son grand corps de granit était encore assez robuste pour résister à l'assaut des vagues. Depuis quelques siècles, elle en est séparée par un chenal que des courants très forts creusent tous les jours davantage. Il y a 50 ans, on la traversait encore à pied par les très basses marées. Aujourd'hui, un bateau est toujours nécessaire. La première fois que j'y allais, le ciel était gris, comme il sait l'être en Bretagne. D'un gris, uniforme et sombre, en sorte que j'en reçus l'impression d'immense tristesse qui émane des déchirures de la côte, de la poussière du sol, des gros rochers noirs, des ajoncs desséchés, des tamaris courbés par le vent. Maris Stella, sous les coiffes de lin, toutes croisant leurs bras, vêtues de laine rude ou de mince tartane, les femmes à genoux sur le roc de la cale regardent l'océan blanchir l'île de bord. Les hommes, pères, fils, maris, amants, là-bas, avec ceux de Paimpol, de Dierne et de Cancale, vers le nord sont partis pour la lointaine escale. Que de hardis pêcheurs qui ne reviendront pas. Par-dessus la rumeur de la mer et des côtes, le chant plaintif s'élève, invoquant à voix haute l'étoile sainte, espoir des marins empêchés.
Et l'Angélus, couvrant tous ces fronts noirs de Halles, des clochers de Roscoff à ceux de Sibéride, s'envole, teinte et meurt dans le ciel rose et pâle. La traversée vers l'île de Var, qui doit être bien agréable par une journée d'été, est d'une durée négligeable. Mais à marée basse, il n'est guère aisé de devoir marcher, ou plutôt patauger près de 400 mètres sur les rochers et le sable humide. Ah, quel sentiment merveilleux d'être en mer par une telle journée, avec le ciel bleu sans nuage, les vagues d'un mauve foncé et les rochers couleur de ciel violet. Quel spectacle resplendissant! Une douzaine de passagers seulement avaient pris place sur le petit bateau de poste, tous conversant en breton à une vitesse incroyable. Nous louâmes un bateau et fûmes pilotés avec adresse jusqu'à l'île de Var par deux beaux jeunes pêcheurs, dont l'un pour lequel nous eûmes quasiment le coup de foudre, tant qu'il répondit avec empressement à nos questions sur l'île. Le voyage retour à Roscoff fut encore plus charmant que le voyage aller, car le soleil maintenant commençait à descendre et à tous les autres éléments de beauté s'ajoutait celui du mystère. Nous fûmes désolés de quitter notre beau marin et doublâmes la modeste rétribution d'1 franc qu'il nous demanda pour 3 heures passées à notre service. Une générosité inespérée qui le réjouit extrêmement. Il nous fit un salut très élégant, abaissant son chapeau à large bord jusqu'à ses genoux, et nous regarda jusqu'à ce que nous fussions hors de vue, nous souhaitant bon voyage à de multiples reprises. Il faut dire qu'elle se trouve en pleine ceinture dorée, dans le pays des primeurs. C'est une île paysanne, un jardin sur la mer. En fait, ce sont des terriens qui ont conquis ce jardin. Autrefois, l'île ne possédait qu'un seul chemin.
Et aujourd'hui, eh bien, les voitures sont plus nombreuses que les bateaux. Mais il reste un peu du marin dans chaque paysan, oui. Comme chaque marin demeure à moitié paysan. Alors ce métissage a donné un type original, le goémonier. Car la véritable moisson de ce jardin, c'est les goémons. Goémons d'épave et goémons noirs, dont les mulons jalonnent la lande comme des huttes. Et pour ce goémon, oui, on se fait volontiers fraudeur, braconnier même, en quelque sorte, car il y a un temps prohibé pour cette récolte. C'est une des fortunes de l'île qu'il faut préserver. C'est surtout une île paysanne. Le paysan est un petit exploitant de ferme d'un ou 2 hectares au plus, mais les pommes de terre donnent 2 récoltes. La terre est précieuse pour tout paysan. Et là-bas, elle est encore bien plus. Avec celle de Saint-Paul-de-Léon, elle est la plus chère du monde. Alors qu'en général, dans une île, ce sont les Iliens qui désertent pour s'établir sur le continent, eh bien là, ce sont les paysans du continent qui sont venus s'établir dans l'île. Le véritable potager se trouve au centre, oui, autour du sémaphore, et entre le sémaphore et le phare. Les champs sont bien tracés, bien exposés, bien cultivés. Tout y pousse, sans châssis. Le phare donne sur le nord, sur le temps qu'il fait. C'est fait depuis 1836. Seuls 3 postiers bretons regardent la mer ou vers la mer. Des marguerites, des astères, des amaryllis roses, des corbeilles d'argent. Des forsythias et des pissenlits boivent le soleil. La terre est marron, les murs sont gris, les toits sont noirs, les fenêtres sont bleues, les agapantes sont éteintes. Mais l'un de mes mots s'éclaire en rouge sous le vent. Coquelicot. Coquelicot. Avant d'être cueilli par un passant et de mourir.
ce cimetière, dont elle n'avait jamais entendu parler. Il n'était pas là les autres années. Et pourtant, elle avait fait le tour de l'île de nombreuses fois. Mais elle reconnut très vite un décor de cinéma. Elle se souvint avoir lu dans la page locale du Télégramme qu'on tournait un film dans l'île quelques jours auparavant. Elle avait parcouru l'article distraitement. Un film policier, une ancienne histoire de meurtre. Une petite fille qu'on allait exhumer dans un cimetière marin. Elle avait oublié les détails. Elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Elle n'aimait pas les enquêtes policières, ni dans les livres, ni à la télévision. Ces histoires-là ne l'intéressaient pas. Elle se sentit tout à coup mal à l'aise. Ce cimetière était plus vrai que nature. Des coffres de bois, de hauteur variable, couleur granit, de différents âges, et de marbre de plusieurs coloris. Des lames de bois peintes qui imitaient parfaitement l'ardoise. L'ensemble reflétait un état de vieillesse, d'abandon ou de délabrement. Les dalles étaient recouvertes de lichen jaune ou gris. Un petit temple rococo et mignard, imitation d'une chapelle comme on trouve dans tous les cimetières, sans doute pour signifier la tombe d'un personnage riche ou important, occupait l'un des angles. Tout semblait vrai. Les allées sablées et envahies d'herbes folles se regroupaient à angle droit. Une grande croix sombre dominait l'allée centrale avec un Christ lamentable dont la tête pendait et tombait sur la poitrine. Tout semblait vrai. Un petit cimetière breton typique, abandonné au bord de la mer, comme n'importe quel vieux cimetière de campagne ou de cimetière marin battu par les embruns. Tout à fait sinistre à la tombée de la nuit, et dans cet endroit, isolé et battu par les vents toute l'année, les croix de granit, dans la lumière qui déclinait, s'allonger sur le sable clair de l'allée centrale, les herbes piquantes et rêches des dunes qui poussaient entre les tombes et les touffes de poupons roses de l'armérie maritime avaient été conservées le long des allées. C'était un simple décor de cinéma, mais l'illusion était totale. À la tombée du jour, le ciel conservait des teintes roses, mêlées de bleu et d'orange, là où le soleil venait de s'effondrer dans la mer, au-delà des clochers de Santec et de Silirine, qui se détachaient et pointaient sur un fond rouge. Les décors angoissants, l'arrivée de la nuit et le fracas du ressac qui roulait et déroulait des galets sur la grève en contrebas toute proche, Cécile frissonna dans son petit maillot rose et se décida à reprendre sa course. Again.
Inez vos, perja que serias. Inez vos, tachen distaget du skor an doar bras, choume da zak rebond da gait et prez a chereg noas. Inez vos. Il te bat, portion détachée de la grande terre, happé au lieu d'aller se perdre au large, au milieu des rochers nus. Il te bat. Et pas dans deis, cloren kreisker, gwinter d'année, us dans dremvel, et bizarvan dal hederger, varanenez a daou les ailes. Le jour, le clocher du Presquer, dressé vers le ciel, vu de l'horizon comme une mère retenue à la maison, qui jette un œil sur l'île. Inez vos, morastenner, et mourir hedal hoas, nous ortegal va drezarbet, an edeuio biscoas. Inez vos. Il te bat, étalé sur la mer. Vous attendez encore, je ne sais quel appel du monde qui ne viendra jamais. Il te bat. Et tout comme nos, à l'intendant, va reier à dro, à gesclerigen ebeam, à zizolos que den arvro. La nuit, le phare sur les rochers tout autour tourne, et la lumière sans arrêt découvre le dessin du pays. Inez vos, pegenkaer gwelet vag diffideras, et ne poular à nerzare, va zurosko kas. Inez vos. Il te bat, combien belle, un navire immobile dans le chenal, malgré la colère et la force du courant qui vous conduit vers Roscoff. Il te bat. A da viriken ar morgoal, a glaskote na baz e mes doar breiz ou de diwal, ne les oke dan les emgez. Et toujours, la mer déchaînée cherchera à tirer bas vers le large. Mais la terre de Bretagne qui veille sur elle n'abandonnera pas lui. Tristan Corbière, la balancelle. 2 requins dans ton lit, une garce dans ton hamac, tas de sacrés chiens de matelot, ouvrez-moi l'œil. Cric, crac. Vous allez voir comme quoi 18 matelots et l'officier qui les commandait pétèrent leur dernier lof. Moi, j'étais quartier-maître. Quartier-maître et pilote de sur une balançoire qu'il n'y a pas dans la flotte. Une manière de barcasse que les autres avaient pris de sur les forbans, censés les pratiques du pays. Vous saurez pour votre gouverne que j'avions mis notre sac et le pavillon d'empereur sur cette espèce de bric-à-brac.
Pour lors donc, nous croisions sur la mer archibelle, où ce que le temps est si beau et la mer est si belle, on dirait qu'il n'y en a pas. Mais c'est infecté de Turcs, d'archi-turcs, qui vous curent la carcasse, c'est leur truc. Il y a toujours du soleil là, ou pour du moins la lune, et c'est bleu qu'on double, qu'on navigue comme sur une pancarte à perruquier. Pour de l'eau, c'est de l'eau, mais tout de même, ça n'est pas de la vraie mer à matelot, de l'eau douce, et salée, quoi. Cette mer-là, c'est comme les poissons rouges dans les débits de tabac. Ouais. Pour le nom du navire, ni français, ni breton, ni de Saint-Malo non plus. Un sacré nom de nom. Le Panagiotif, quoi. Mais pour le nom d'un brave, c'est le nom de Bisson, commandant, rue de cadavre, une mouture premier brin pour le matelot sauté. Le tonnerre de Dieu n'est qu'une demi-foutaise à côté. À ta santé, Bisson. Ah, c'est la sacrée bouteille de ton vieux matelot. À ta santé, ma vieille. Pour l'ordon, j'étais de quart. Ouvre l'œil au bonsoir, ce matin, que me dit Bisson. Car vois-tu, ce soir, ça sent le pirate. Gros temps. Nous étions sous une île où ce qui pousse des pirates, pas par douzaines, par mille. Ouvre l'œil au bonsoir. Et nous torchions de la toile à faire fumer ma chic, rafale par rafale, le panagiotif plié comme une plume à goéland. Ouvre l'œil au bonsoir, tonnerre. Voilà l'avant, du 3-6 plein les bails. Ça donne du cœur au monde. Nous allons rire, racaille. Voilà le vent. Voile sous le vent. Autant dire, voile partout, comme si j'en accouchions par l'œil, par tous les bouts. Mais c'est Bisson, avec sa plus grande uniforme, l'homme vélatif, aiguillette, flaque à corde, enfin, tout tremblement. Moi je me dis, il y aura chaud. Trématin qui me aide. Accoste à moi, matelot, t'as du cœur? Ça, foi de Dieu, flamme mon vent. Oui, mais si j'avale ma gaffe avant toi, faut pas se rendre. C'est ça aussi bien que vous. Oui, mais il faut me foutre le feu dans la soute à poudre et ta main, puis le adieu. Et c'est qui me proche la main, je te bats ci, comme un officier. Mais silence le monde partout. Bon. Moi, je me colle une chic fraîche à tribord de ma gueule, sous mon sifflet, la mèche piquée sur les affûts. Nous y voilà, veille au brin. C'est que toutes ces balançoires nous tombaient dessus grand train. On a clé leur odeur à ce mulon d'hermine. Il y avait des femmes aussi. Ça me jutait une mine. Mais Bisson, je vois que ça gargouille de pinceau carcan de cet état de grenouille. Il fout là son cigare, un bon bout. Oh, je me dis, avant demain, mon garçon, il y aura de la viande d'un requin. Et tout notre
crâne comme des petits amours. Parce que je leur avais dit que le commandant leur cuisinait sa farce. Vous pensez que les Turcs c'est fort? C'est pas un cuir chrétien. C'est comme culotte garbouze gréée en groin de chien, et puis des pistolets plein le ventre de leur culotte, longs comme canule à vache. Pareil que c'est leur marotte. Faut croire que le bon Dieu, par une nuit de mardi gras, couché avec la mère Rigotte quand il fit ces trônes-là. Ah Jésus, que bosse de rire. Oui. Timonier, barre-dessous, feu tribord, avale ça, tout le monde, casse-cou, et les Bretons aussi, attrapant en découdre. Là, leur voler, bonne vierge, que drôle de bougre, ça nous rafle proprement comme un coup de tanlicherie. Je t'en fous. Bien mes amis qui crochent à l'abordage. Et leur sensu femme donc, que cancan, que ramage. Les yeux, le poil qui leur sortait des yeux, la langue qui leur sortait de leurs dents. Oh, n'étions plus que 7. Les autres dans le ventre de ces chiens savants. Bisson en avait plein comme des poux sur une gale qui lui suçait la vie. Il se secoue, il s'affale avec une mèche qui fume. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je me ferme les 2 yeux par précaution. Ah, mais saute. Ah, c'est sauter. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, mais j'ai pas la parole. C'est comme une espèce de rognonnement de coton qu'on se foutait dans l'oreille sensément. Comme un coup de poing qui saute, j'avale ma chic. Ah. Du coup, je me sentais pochard, en l'air. Mais... Ah, le commandant qui me rase au rasibus de moi, que j'en sentais le vent, en l'air, en 4 morceaux, sans compter l'uniforme. Oh. C'était dur. Un matelot, ça, qu'il a sa colonne qu'on lui plantait aux pieds dans le port de l'Orient. L'Orient, c'est jour de digne. Comme un ballon crevé au milieu de nuages. Je voyais mes moricots tout en bas à la nage, une ratouille de boyaux, de femmes, de pistolets. Et je voyais la mer grande comme une baille à bras. Et je voyais l'île de Bas, ouais, où ce qu'une femme qui n'est plus faisait en m'attendant un animal cocu. C'est à la maringot. À ce instant-là, ma chic que j'avais avalée me brasse une colique. Je me sens descendre raide et je tombe écrabouillie dans le chaud de cette ralingue de tripaillons en pagaille, 2 têtes, 2 jambes sans mètres, de ventre qui criait seul, et d'ail sans lunettes. Et je nageais vers la côte. Mais, voilà mon âme que je rends. Je me sentais monter la canne par tout tempérament.
Je sais pas trop ce que ça dure, un jour ou un semestre. Mais je devrais respirer plus par le dernier bouton de guêtre. Tout ça qu'il y a de sûr, c'est qu'un jour, j'ouvre l'œil, rond et bien, divine où, sauf respect, sous le nez d'un chirurgien de 3e classe. Il y avait que mon de la Lamproie qui avait reluqué du large de basse-fringue de notre exploit, qui m'avait repêché en dérive. Je la remercie. Parmi Panagiotis. Moi je dis panier rôti. Ah, ta santé, Bisson. Là, le vin se pend que par cruche dans cette gueusarde de climat et le cesse comme de juste, sensitive au matelot. Et les crèches à cochons, c'est tout colonne, comme celle de l'Orient, à Bissau. Moi, je n'ai pas de colonne. Mais j'ai gagné dans cet exploit l'honneur d'être survécu. Ouais. Ah, la gueule turque. Et ma croix. Des plaisanciers blaguent l'île de Bas pour ses champs d'artichauts fumés au goémon, comme si toute petite île bretonne devait s'interdire les travaux du sol. Bas conserve une paysannerie, une vie agricole, tout en gardant une caste de pêcheurs et en chérissant tous les métiers de la mer. Cette île, qu'on laisse volontiers dans l'ombre, a sur sa façade nord-ouest des chaos de roches et des chandales luxuriants et ordonnés, prodigieuses réserves de vie qui méritent le regard. Le laboratoire marin de Roscoff, très noble institution scientifique, dispose ici d'un fameux terrain d'étude pour l'algologie. Amis de la pierre sauvage sur leur estran et leur fond côtier, les petites îles bretonnes sont des lieux d'élection pour le ramassage du goémon d'épave et la cueillette, ou plutôt maintenant l'arrachage mécanique du goémon de roche. Donner à un engin le nom ridicule de Scooby-Doo ne le rend pas moins meurtrier pour la miniflore marine. Le courage parfois héroïque des goémoniers et de leurs familles, sans oublier les chevaux, fait partie de l'épopée ilienne. Le visiteur peut tomber encore sur une grande marée qui lui permet de voir à l'œuvre, en pleine remontée du flot, dans les champs de récifs,
les tombereaux et les chevaux d'orgueil qui vont soulager les rudes et noireaux d'embarcation goémoniennes. Sinon, d'admirables cartes postales d'édifiants. Les hortensias de Bréa, dans toute leur gloire, ne sont pas plus beaux que les gigantesques laminaires de bas, amoncelés, safranés, pétillants de lumière. Ainsi le dit l'évangile des Iliades. Tristan Corbière, le grand poète des amours jaunes, enfant de ce pays, ne l'a jamais démenti. Peut-être ne faut-il pas souhaiter pour bas un renom plus grand. Cette Léonard de Placide a le droit de se vouloir toujours village et plancher de belles vaches, dans le voisinage constant de la mer, le parfum vivant des goélands. Le ciel et la mer, couleur de tableau d'école, quand le torchon a passé pour essuyer la crête. Y a-t-il un batelier vers la rue proposée, vers le petit hôtel du promontoire? L'eau est profonde et noire. Les rochers sont trop hauts et lisses pour un navire. Le jour est sous l'abat-jour des nuages. La terre ondule. Qu'est-ce qui se passe dans les bols de moi? Qu'est-ce qui rôde autour de ces cônes déserts? J'entends ce que vous dites quand vous ne parlez pas. Une cape sombre, une guérite verte. La nuit bientôt, il fera dur en mer. Elle danse au feu de l'eau qui s'allume tout bas, danse les mots pour deux dans le rêve qui bat. Entre deux bords d'adieu, sous les ailes du vent, ouvre du fond des yeux les paupières du temps. Elle, il, là-bas, où s'arrête le nord. Elle, île de bas, l'Hermayan, un internos, Eli et l'espace. Avancer, à genoux, caresser de cailloux, de bijoux noirs et blancs, sertis de mauvais temps. Demain, tu as 20 ans, de mémoire en exil, et nos ailes de vent, le cœur immobile. Elle, il, là-bas où s'arrête le nord. Elle, il, de bas, l'Hermayan, Ananternos, Eli et Nesbas. Chante que la mort est un chagrin d'amour qui s'est taillé un corps pour aller faire un tour.
Tout autour du décor, l'autre côté toujours, tour à tour, dragon d'or et orage qui dort. Elle, île, île là-bas où s'arrête le nord. Elle, île de bas, l'Hermaïan Alternos et l'île Esvaz. Sillage de la terre dans son mouvement salé, en amour, en amer, en semis de galets, remonte, goûte au temps, en dragon, en allée, cap au rêve le vent, sous le vent, au bout cran. Elle, île, elle, île là-bas, où s'arrête le nord. Elle, île de bas, l'Hermaïan Alternos et l'île Esvaz. Tous ces récits de la grande épopée religieuse, contés sous un berceau de verdoyant Camarie par un vénérable prêtre très informé des choses celtiques, m'inspirent le très vif désir d'aller visiter cet abîme du serpent négligé dans mes précédentes visites. À une vieille parcheminée dont les eaux refroidies chauffent au soleil, je demande le chemin du trou. Elle se signe, cependant que s'éclaire sa face anguleuse, comme taillée à grands coups de serpe. Un buis séculaire, Piquez droit sur le phare. me dit-elle. Vous trouverez une ferme vêtue de chaume, puis un étang, puis un gros rocher levé. C'est sur la droite, pas un peu, beaucoup. Je tombe à pic sur le phare. Et des fermes habillées de chaume, il en est 5 ou 6 éparpillées, laquelle est la bonne. J'avise alors une jeune fille, revenant de la messe, et lui demande ma direction. Elle m'offre de me mettre dans le chemin, encore qu'elle ne soit pas trop sûre de se reconnaître, n'ayant été à la ville qu'une fois, et de cela il y a 5 ans. Au bout de 10 minutes de marche, mon Antigone donne des signes d'inquiétude. Décidément, ce n'est pas cela, elle ne se le rappelle plus, elle s'égare, je m'égare, nous nous égarons dans ces petits sentiers qui commencent bien et qui finissent mal. Fort heureusement, un gamin jaillit de terre, son avenue sur l'épaule. Je lui crie dans la brise parfumée, « Yo, petit, tu le connais, toi, le trou du serpent ?» Oui, je le connais. fait-il. « Ben laisse là ton radeau et viens me conduire. Un bon profit de ton bras dans ta poche trouée. » La petite vierge aux yeux clairs et au profil de Camille se dispose à partir. Volontiers, pour reconnaître sa complaisance, je lui donnerais une piécette d'argent toute neuve, mais je n'ose. Et si elle allait se fâcher, les filles de Bretagne sont si fières, si ombrageuses. Dans ma main triomphe un bouquet de géraniums entouré de tamaris que j'ai cueilli au jardin de l'hôtel. Je le lui offre avec un merci cordial. Gentiment. Elle met dans la mienne sa main chaude comme le ventre d'une tourterelle. Elle me sourit et s'éloigne dans la brume dorée de cette journée. Petit Jean, c'est le nom de mon livre, devant moi file comme un père gros poursuivi par un chasseur. Évidemment, il est tout juste résigné à m'accompagner à sa partie pêche le hante. Sur la corne de ses pieds magnifiquement bronzés, le gamin marche comme un jeune dieu, il court même de roche en roche, et pendant que mon pauvre moi décrit des zigzags à la recherche des pierres les plus plates, lui bien loin devant et se retournant de temps à autre, il a l'air de me dire Dis donc, je suis pressé, tu sais, et ma partie de pêche. Ah non, on y va, petit Jean. Et je me hâte, marchant sur les aspérités des pierres, me déchirant les mains au charbon des dunes et m'éclaboussant au passage des trous. Nous voici devant une grande bousculade de roches, les unes blanches comme des os calcinés, les autres d'un noir encre.
Ce chaos est tragique. C'est la fête du caillou du soleil. Pas même ces garnitures de goélands qui, de leur ton ambré et doré, éclairent sur nos côtes les paysages les plus sinistres. Devant nous, une substruction composée de plusieurs blocs superposés. Antre de sorcières, vestibule d'un château de titans, au-dessous d'un plan incliné, un petit bassin de rien du tout, divisé en deux vastes par un relèvement de roches. C'est tout du serpent. Me dit Mioche en clignant de l'œil. Ma robe fait venir, si loin, pour contempler ce misérable gouffre, je trouve la plaisanterie mauvaise. Bon, mais c'est le privilège des légendes de prêter leur poésie à tous les touches. À l'équation de Paul Aurélien et du comte Guitude, ces aspects de roches sauvages, cette levée du cap ressemblant à l'éprave des navires de granit, cette rumeur étrange de la mer agitée, compose une symphonie impressionnante. Que ces rêveries tigeant dans la cure. Une seule idée le hante, d'étaler le plus vite possible vers la cabane où son abonneau est en détresse. Pourtant, je dois le reconnaître, il pousse le sacrifice jusqu'à me ramener par le chemin des écoliers, en bordure des baies aux noms expressifs. De ces falaises abruptes, on aperçoit sur la mer des îles prêtes à prendre le large comme les Cyclades de la fable antique. Le dragon sortait rarement, mais certains l'avaient vu se glisser hors du trou la nuit, déployer ses grandes ailes fibrées et s'envoler bruyamment. Un gros hanneton, disait-il, très gros. Pour le distraire de ses repas de poisson, on sacrifiait de temps à autre une chair qu'on abandonnait à proximité de sa souille et qu'il ne mangeait que parfaitement putréfié. Dieu se mit en quête d'un adversaire, dégota le dragon et le réveilla par d'incessantes piqûres spirituelles. De paisible, la bête tourna furieuse. Elle modifia ses habitudes, quittant son trou à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, crachant partout des flamèches et des humeurs infectes. De fil en aiguille, elle finit par accomplir le vœu divin. Elle s'abattit un soir sur la terre, saisit le prieur dans ses griffes et le croqua. Jusqu'au continent, on entendit le prieur couiner et grogner le dragon. La guerre était ouverte. Le lendemain, les habitants massés sur le rivage virent s'aller vers eux un esquif de bois pâle poussé par une voile. À la proue, grimaçait le visage de la plus grande désolation, l'annonciatrice du royaume. Et là derrière, planté, debout dans sa chasuble d'or, le coussin d'une étole scintillante,
le bras ployé, la main levée, Paul Aurélien traçait des croix dans l'air. Le saint homme portait à ses côtés une épée gigantesque. Conduit par les moines, suivi d'anges et de chiens, il partit guerroyer le dragon. Le dragon dormait à cette heure toute la digestion du prieur. Dérangé par les cris de la troupe, les aboiements des chiens et le martèlement des bottes sur la terre tombe, il quitta sa sieste à regret. Comme il s'élouait, la terre sourit, révélant son corps écailleux et sa gueule ensommeillée. Il ahuri de voir foncer sur lui la sainte orbe qu'il fit au plus simple. Il souffla devant lui, du bout des babines, un étroit ruisseau de feu qui emporta dans son courant anges et chiens grillés. Alors, dardant ses yeux cruels, il chercha leur maître. Paul Aurélien avait déguerpi. La bête l'aperçut de dos qui courait vers la mer, traînant son épée derrière lui. Elle ne prit pas la peine de s'envoler, non. En quelques pas pesants, elle l'avait rejoint. Resté à bonne distance, les moines virent Paul Aurélien brandir son épée et l'épée tournoyer dans l'air. Avec une sobre élégance, le dragon déploya ses ailes et se coucha sur le vengeur de Dieu. Il le couvrit d'un dôme métallique qui lui faisait, constat plus tard au nouveau prieur, une basilique dorée. Il devint très difficile d'observer les péripéties de la lutte. Le dragon bascula sur le côté, sur l'autre, serrant dans ses pattes le corps palpitant du guerrier. L'air brûlait derrière lui, tandis que de culbute en culbute, il approchait du bord de la falaise. Les moines, les gémissants, levèrent au ciel leurs mains jointes. On crut à l'instant que la crête allait s'effondrer, entraînant les combattants dans l'ébrouillement. Mais la roche ne céda pas. Ce fut le dragon qui tomba, emportant son ennemi dans sa chute. Dans l'air jaillirent des geysers blancs. L'eau fumante monta au nu et retomba en pluie, aspergeant la terre et l'eau d'une laitance grise et parfumée. De Paul Aurélien, il ne restait rien, hormis son épée, son étole tragique abandonnée au sol, piétinée, souillée, roussie aux extrémités. Le nouveau prieur s'agenouilla, baisa la terre et ramassa la relique qu'il porta à ses lèvres et à son cœur. Il déclara Paul Aurélien vainqueur. Plus tard, il devait prétendre avoir vu de ses yeux le saint étrangler le dragon, serrant autour de cette encolure monstrueuse cette étole que chaque chrétien pouvait désormais toucher pour une petite bolle. Elle est plongeant sur la mer, sa lampe, etc.
à l'écart et sauvage, réservant ses parures et ses charmes secrets à qui sait les chercher. Notre île a ses douceurs, comme elle a ses rudesses, des abris sablonneux, mais de sournois courants. Les vents légers de mai qui dispensent leurs caresses, mais on entend l'hiver mugir tout la serpent. L'été, l'île et la terre tentent des épousages. Les bateliers qui font d'incessants va-et-vient sont témoins des départs, retours et retrouvailles qui jalonnent la vie austère des îles. Mais l'âme d'Enes Vaz est trop indépendante pour supporter longtemps les voies du continent. Lui croit trop aux faux dieux. Elle est pure et ardente. Amourette d'été ne lui plaît qu'un instant. Adieu tous vos clinquants, vos reliefs de pique-nique, vos flonflons étrangers, visiteurs, canamots! Il nous reste la mer, à l'instar des Berniques, nos cœurs vont se graver dans nos rocs noyés d'eau.